Et c'est le retour du true crime et en même temps un nouveau concept sur les people que je vais faire. Donc là on a un peu un mélange des deux. Ça parle d'une influenceuse. Elle s'appelle Nicki Koonhuizen et je vais dire que Nicki histoire de pas mal prononcer son nom de famille. Ce cas-là est très intéressant et très triste en même temps. Personnellement j'ai entendu parler de cette influenceuse grâce à Disney, la plateforme qui fait les films et les séries, et qui ont fait un documentaire de plusieurs épisodes sur plusieurs crimes et elle apparaît dans un épisode. Donc déjà je vous vous conseille de le voir, c'est vraiment intéressant. Bon, allons dans le vif du sujet, j'ai mes petites notes. Nicki est une femme transgenre de 17 ans et un peu comme tous les adolescents ou la plupart, elle est sur tous les réseaux sociaux, elle adore se mettre en avant avec ce besoin de s'exprimer, je dirais comme à peu près tout le monde, mais surtout les adolescents. Elle est sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 14 ans. Je note aussi qu'elle a 2 frères et c'est au collège qu'elle a commencé à assumer son transgender. Nicki était une femme passionnée, elle adorait ce qu'elle fait, elle était adorable, elle était sociable, elle s'amusait en fait avec ses photos, ses vidéos sur les réseaux sociaux, elle avait pas mal d'abonnés, elle adorait sa petite vie, elle s'entendait très bien avec sa mère, il n'y avait aucun problème avec le fait qu'elle soit transgenre, ni avec ses frères, tout se passait très bien. Mais le 6 juin à 8h34, sa mère reçoit un message comme étant le dernier de celui de Nicki qui dit « Je t'aime maman ». Et après ça, sa mère elle a plus aucune nouvelle de sa fille, sachant que sa fille, souvent, elle donnait des nouvelles à sa mère et puis comme je l'ai dit, elle s'entendait très bien. Sa mère va donc signaler sa disparition et tout ça se passe en 2019 à Washington. Personne ne sait où elle est, personne ne sait si elle a disparu ou que carrément elle est morte. Tout le monde s'inquiète, ses amis, sa famille. Et juste avant sa disparition, elle avait rendez-vous avec un inconnu. Ce soir-là, elle était avec 2 amis à Vancouver et elle a donné rendez-vous à cet homme via Snapchat. Ils étaient en train de communiquer via l'application Snapchat et en fait c'est grâce à ça que la police va pouvoir commencer une enquête. C'est grâce à Snap, elle a fait la demande au préalable, elle a pu avoir accès à tout le Snapchat de Nicki avec qui elle correspondait, notamment le jour de sa disparition, qui est la dernière personne qu'elle a vue, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est là qu'une personne est suspectée. Il s'appelle David Bogdanov et la police, en ayant son identité et même sa localisation, ils avaient même vu l'adresse qui a été échangée sur le compte Snap de Nicki. La police donc bien sûr a essayé de contacter ce fameux David, mais en vain car il n'a jamais donné signe de vie pendant un petit moment. Et ce que je vais vous dire est un peu contrariant parce que je vois que c'est que 3 mois plus tard que la police retente quelque chose. C'est-à-dire pendant 3 mois ils ont un peu arrêté, ils ont un peu classé sans suite. C'est que 3 mois plus tard qu'ils se remettent sur Snapchat et qu'ils se disent tiens je vais peut-être lui envoyer un message. Genre la police pouvait pas faire ça plus tôt. La preuve, quand ils ont réessayé cette fois-ci, il a répondu. Donc c'est normal qu'il soit interrogé, il l'a emmené au commissariat parce que tout simplement c'est la dernière personne qui a vu Nicki vivante. Sauf que pendant son entretien, il est très contradictoire, il est un peu bizarre, il a l'air stressé, ça colle pas, son histoire ne colle pas avec les faits. Et je pense que dans la panique, il a fini par dire bon d'accord, je l'ai vue, hein, je la connais pas vraiment, mais une fois que j'étais avec elle dans ma camionnette, il avait une camionnette blanche, une fois que j'étais avec elle, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était transgenre, ça veut dire qu'elle était un homme avant, et franchement ça me dégoûte. Bref, il a montré son dégoût envers la communauté LGBT et il lui a demandé de partir. D'après ses dires à lui, c'est tout ce qui s'est passé, il n'a pas été violent. Et même si c'est un potentiel suspect et que on a l'impression vraiment, on est presque sûr que c'est lui, et ben malheureusement il n'y a pas de preuves et il n'y a pas de corps qui a été retrouvé pour incarcérer ce David Bogdanov. C'est que 6 mois après la disparition de Nicki, un homme qui se promène découvre son cadavre à la pauvre Nicki qui donc est morte. Cette histoire a fait scandale bien sûr, tout le monde en parlait, les associations LGBT étaient là pour soutenir la famille et pour faire de leur maximum élucider l'affaire. Ils ont créé un mouvement, ils faisaient beaucoup de manifestations. Et autre fait, le médecin légiste a établi que la mort de Nicki était bien un homicide et qu'en plus elle a été étranglée, donc elle est morte comme ça. Ensuite, dans le documentaire, ils reviennent un peu en arrière, donc 1 an avant sa disparition. Et là, on nous apprend que Nicki s'est retrouvée à l'hôpital à cause d'un homme qui lui a tiré 6 fois dans le corps. Et Nicki était au plus bas, elle s'est retrouvée bien sûr à l'hôpital. Le problème, c'est qu'elle a jamais voulu porter plainte ni divulguer l'identité de ce criminel, malheureusement. Donc la police qui, c'est pas très clair, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait vraiment son maximum. Ils ont eu le téléphone de David et ils ont vu sa localisation le jour même de la disparition. Et là où ils ont trouvé le corps de Nicki, et ben ils ont localisé cette adresse sur son téléphone. C'est une forêt, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle le Larch Mountain.
Et c'est là que enfin ils ont procédé à l'arrestation de David Bogdanov. Donc avant que je vous parle de son procès, je voulais vous parler d'un petit détail qui a été mentionné dans ce documentaire et qui est vraiment trop choquant. Et normalement c'est une loi qui avait lieu jusqu'aux années 2000, donc très récemment. C'est que très récemment qu'ils ont changé cette loi. En gros, cette loi voulait dire que si quelqu'un, un homme on va dire par exemple, tombe sur une personne transgenre LGBT et que il tue cette personne parce que soi-disant il était paniqué, il s'est senti trahi, il était dans un état mental, c'était pas vraiment lui et c'était une folie passagère, et ben cette loi dit que il y aura rien pour cette personne, même s'il a tué comme dans le cas de Nikki, il pourrait ne pas être incarcéré et être libre. C'est vraiment une loi choquante. C'est-à-dire en gros on peut tuer une personne transgenre. Non, en fait la panique se comprend, le meurtre se comprend parce que la personne était sous le choc quand elle venait de découvrir que c'était pas une personne cisgenre. Et donc forcément dans le cas de Nikki, tout le monde qui soutenait Nikki avait trop peur de cette loi, avait trop peur que David l'utilise, mais c'est pas ce qu'il a fait. Déjà je précise que le procès a eu lieu que 2 ans plus tard, donc 2 ans plus tard après le meurtre. C'est quand même long, mais c'est le système judiciaire, même en France c'est pareil. Et là David, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va plaider coupable, mais avec légitime défense. Il va sortir la légitime défense disant que Nikki a été très agressive et qu'elle a cherché à le tuer alors qu'elle fait 3 fois moins sa taille, et que ça se voyait que c'était juste une tactique et que c'était simplement pas logique. Et justement c'est là que le juge, alors dans ce procès c'est le juré qui décide, mais là pour le coup le juge lui a demandé d'aller à la barre et de témoigner. Et quand c'est comme ça, c'est qui tout double. Soit il va témoigner, il va toucher les jurés, ils vont être émus, ils vont finalement le croire et dire qu'il est non coupable, ou alors l'inverse, il va dire n'importe quoi, il va bégayer, il va se contredire, et là le juré va pas être clément. Donc c'est pile ou face. Et dans le cas de David, c'est la deuxième option. Heureusement, il n'a pas été sincère, il était contradictoire, il y avait trop de choses qui ne collaient pas, donc il a été condamné coupable par le juré. Et le juge l'a condamné à... En fait, il faut savoir que c'est la peine maximale, 19 ans et demi. Beaucoup de personnes étaient dégoûtées par cette sentence, ils disaient que c'était pas assez parce qu'il a quand même tué une personne, mais malheureusement c'est la peine maximale là-bas. Mais il se pourrait qu'il sorte au bout de 17 ans ou même avant, vous savez comment ça se passe. Voilà, c'était l'histoire de Nikki Konaisen qui était très intéressante et aussi bien sûr très triste. J'espère qu'aujourd'hui elle repose en paix. J'ose espérer que son tueur se sent très mal et qu'il vit pas sa best life. De toute façon il est en prison, heureusement. Et sa famille aussi bien sûr, c'est sa mère et ses frères à Nikki étaient un petit peu soulagés quand même de savoir que le coupable est derrière les barreaux. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça de true crime, parce que là je suis en train de reprendre petit à petit, j'avais un peu laissé de côté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo, surtout ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, ça ferait très plaisir aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!